Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. L'Office rwandais de développement RDB a publié les données de son rapport annuel 2025 indiquant une hausse des projets d'investissement enregistrés passé de 612 en 2024 à 799 en 2025. Vous le verrez dans ce journal, le gouvernement du Rwanda a demandé aux responsables des églises et organisations religieuses d'intégrer dans leurs enseignements des messages visant à promouvoir le bien-être de la population, étant donné qu'ils sont suivis par un grand nombre de fidèles. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, l'Office rwandais de développement, RDB en sigle, a publié les données de son rapport annuel 2025 indiquant une hausse des projets d'investissement enregistrés, passés de 612 en 2024 à 799 en 2025, ces projets ont généré plus de 2,62 milliards de dollars américains et contribué à la création de 38 000 emplois. La RDB a également annoncé que le secteur du tourisme a généré plus de 685 millions de dollars américains en 2025 contre 647 millions en 2024. Plus précisément, le Rwanda a accueilli plus de 1,49 million de visiteurs en 2025. Ces données montrent aussi une progression du nombre de conférences et d'événements organisés au Rwanda qui ont rapporté plus de 93,7 millions de dollars américains contre 84 millions en 2024. RDB a par ailleurs indiqué que les revenus issus du secteur minier ont atteint 869,7 millions de dollars américains. Les secteurs de l'immobilier, de l'industrie manufacturière et de l'exploitation minière ont largement contribué à la croissance des investissements, favorisant l'entrée de capitaux et la création d'emplois. Je vous le disais en titre, le gouvernement du Rwanda a demandé aux responsables des églises et des organisations religieuses d'intégrer dans leurs enseignements des messages visant à promouvoir le bien-être de la population, étant donné qu'ils sont suivis par un grand nombre de fidèles à travers des échanges de type table ronde destinés à réfléchir ensemble sur la protection de la santé et la construction de familles solides. Les représentants des églises et des confessions religieuses ont examiné différentes études portant sur la santé maternelle, le bien-être des enfants, des adolescents, ainsi que sur le développement familial. Le président du conseil d'administration du Forum des organisations religieuses au Rwanda, son éminence le cardinal Antoine Kambanda, a indiqué qu'à travers cette organisation, ils se sont engagés à former et sensibiliser leurs fidèles afin de soutenir la politique mise en place par le gouvernement pour le bien-être des familles et du pays en général. Le ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, Honorable Consolé Ouimana, a souligné que les responsables religieux jouent un rôle important dans la prévention de certains problèmes qui touchent les familles rwandaises, lesquels empêchent d'atteindre le niveau de bien-être souhaité, malgré les efforts fournis par le secteur de la santé et l'État en général. Les données récentes de l'enquête démographique de santé DHS 2025 montrent que la mortalité maternelle a diminué, passant de 203 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020 à 149 en 2025. La mortalité des enfants de moins de 5 ans est passée de 45 à 36 décès pour 1000 naissances vivantes. Le taux de retard de croissance est passé de 33% à 27%. Il a été souligné que si les stratégies d'amélioration de la santé continuent d'être une priorité pour tous, les résultats attendus seront atteints. Des usagers des bus de transport en commun dans la ville de Kigali affirment que l'aménagement des voies réservées à ces bus aux heures de pointe contribue à réduire considérablement le temps passé sur la route. En revanche, les commerçants du centre-ville déplorent les effets de cette mesure, notamment la suppression des places de stationnement qui compliquent la livraison
de leurs marchandises. Jean-Benoît Michel et Kwigila Issa. Entre 6h et 10h le matin, puis de 17h à 21h le soir, le bus de transport public circule désormais sur des voies qui leur sont exclusivement réservées dans certaines routes de Kigali. Les passagers saluent cette initiative, estimant qu'elle facilite leur déplacement par rapport à la situation antérieure. Aujourd'hui, si un bus vous retarde, c'est seulement parce qu'il tarde à arriver. Mais une fois que vous êtes à bord, il circule librement. En 5 minutes, il fait le même trajet qu'une moto. Les chauffeurs de ces bus confirment également une réduction du temps de trajet, tout en pointant du doigt le non-respect des voies par certains conducteurs de véhicules privés, y compris des motos. À ce sujet, le porte-parole de la police nationale du Rwanda, Assistant Commissioner of Police Rutikanga Boniface, rappelle que ces règles s'appliquent à tous les usagers de la route. Par ailleurs, dans le quartier commercial de Kigali, connu sous le nom de quartier commercial, la suppression des parkings le long des routes pour fluidifier la circulation suscite des inquiétudes chez les commerçants qui peinent désormais à décharger leurs marchandises. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de nous aménager des espaces pour charger et décharger les marchandises. Aujourd'hui, lorsque nous le faisons, la police nous verbalise. Face à cette situation, la porte-parole de la ville de Kigali, Nidenganya Emma Claudine, recommande aux commerçants d'effectuer ces opérations durant la nuit. La nuit restait le moment le plus approprié pour ces activités. D'ailleurs, même auparavant, dans ce quartier commercial, le chargement et le déchargement n'étaient pas bien organisés. Pour les achats importants, il est aussi possible de recourir à des porteurs ou d'autres moyens de transport. Enfin, la ville de Kigali invite les conducteurs de véhicules privés à respecter les horaires d'utilisation des voies réservées aux bus, clairement signalés, ou emprunter des itinéraires alternatifs. Page santé, cette fois-ci, nous recevons sur notre plateau le docteur Cheikh Tidiane Niang, gestionnaire régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Fédération mondiale de l'hémophilie, FMH en sigle, médecin de formation. Le docteur Niang est actuellement à Kigali pour une mission stratégique, renforcer l'accès au diagnostic et aux soins des patients entre 2 séances de travail avec le ministère de la Santé et la Rwanda Fraternity Against Hemophilia. Il nous accorde quelques minutes pour faire la lumière sur cette maladie génétique souvent méconnue et sur les enjeux de sa présence au Rwanda. Bienvenue à la grande édition, docteur. Merci beaucoup, David, et bonjour. Oui, merci d'être sur notre plateau. Et bien sûr, pour commencer, on aimerait que vous nous expliquiez, en bref, ce que c'est que l'hémophilie. Encore une fois, merci pour cette opportunité et je suis très ravi d'être là dans un pays ami et frère, comme je viens du Sénégal. L'hémophilie, c'est une maladie de la coagulation qui fait partie d'un groupe de maladies qui ont trait à des difficultés pour les patients lorsqu'ils saignent, que le saignement puisse s'arrêter assez vite. C'est pourquoi on parle de troubles de la coagulation. Et l'hémophilie, c'est une maladie qui est très difficile à reconnaître dans nos pays parce que ce n'est pas très bien connu. C'est une maladie qui fait saigner les gens et qui souvent arrive chez les garçons et qui cause beaucoup de problèmes en termes de saignement, des malades qui restent longtemps dans les hôpitaux, qui fréquentent souvent donc, les hôpitaux et qui ont beaucoup de problèmes à se déplacer parce qu'ils ont des infirmités. Oui, alors vous êtes à Kigali pour formaliser une collaboration entre la Fédération mondiale de l'hémophilie et le Mini-Santé. Quels sont les objectifs concrets de ce partenariat pour les patients, disons, rwandais? En fait, on a une collaboration avec le ministère de la Santé et le Rwanda Fraternity Against Hemophilia depuis quelques années. Nous nous sommes dit qu'il fallait concrétiser ce partenariat-là et c'est pourquoi nous avons fait ce déplacement-là pour pouvoir travailler dans ce sens-là et avoir un cadre bien concret qui va permettre d'engager
le ministère de la Santé du Rwanda et notre institution qui est la World Federation of Hemophilia à pouvoir renforcer le diagnostic au Rwanda et surtout la prise en charge des patients. Et c'est là aussi on fait beaucoup de plaidoyer pour que le ministère de la Santé puisse aussi renforcer son soutien dans la prise en charge de ces patients. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Absolument, et c'est un sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure. L'hémophilie est souvent qualifiée de maladie invisible. Est-ce que le diagnostic reste aujourd'hui un défi principal, disons ? Effectivement, c'est un défi global, mondial, mais il est d'autant plus accru dans les pays en voie de développement et l'Afrique est malheureusement derrière. Aujourd'hui, le taux d'identification des patients est extrêmement faible, il est de 8% en Afrique et nous devons faire beaucoup d'efforts de sensibilisation, de diagnostic pour pouvoir offrir à ces 90% de patients leur offrir le diagnostic et leur permettre d'avoir des traitements. Parce que les patients qui ne sont pas encore diagnostiqués sont ceux qui sont dans nos différentes communautés et qui souffrent et qui saignent et qui peut-être même ont des invalidités ou bien même décèdent dans leur communauté. Donc le diagnostic est pour nous un défi stratégique majeur. C'est pourquoi nous travaillons avec nos différents partenaires pour qu'en Afrique, qu'on puisse avoir beaucoup plus de patients qui sont identifiés. Oui, alors vous avez introduit tout à l'heure le sujet de la prise en charge et vous travaillez donc avec votre organisation, la Fédération mondiale pour la prise en charge et aussi la gestion de l'hémophilie, étroitement avec la Rwanda Fraternity Against Hemophilia, qui est une organisation assez connue dans ce domaine ici au Rwanda. Comment cette synergie entre une instance mondiale et une organisation locale transforme la prise en charge au quotidien? Il faut dire que nous sommes une fédération, comme on dit, Fédération mondiale de l'hémophilie. La RFH fait partie de notre organisation. Nous avons à peu près 152 pays membres à travers le monde. Nous soutenons régulièrement la RFH à pouvoir développer et mettre en place et en œuvre des programmes de sensibilisation, de formation des communautés, mais surtout de formation du personnel médical pour pouvoir identifier et prendre en charge les patients. Et nous renforçons leurs capacités et nous avons aujourd'hui confiance à cette représentation locale parce qu'on sait qu'ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir faire avancer l'agenda de la prise en charge des troubles de la coagulation au Rwanda. Le traitement de l'hémophilie peut être extrêmement onéreux. Quelles solutions apportez-vous pour que les soins deviennent accessibles à toutes les familles, peu importe leur niveau de revenus? Nous avons depuis 2015, nous avons commencé un programme qu'on appelle aide humanitaire, ce qui nous permet de pouvoir offrir gratuitement à des patients qui sont dans 75 pays en voie de développement et même des pays assez avancés, de pouvoir recevoir les traitements, donc les médicaments dont ils ont besoin gratuitement, avec l'aide aussi de nos associations locales et avec l'aide aussi pour le Rwanda, du gouvernement du Rwanda qui accepte de nous aider dans l'entrée des médicaments. Les médicaments sont très onéreux, il faut le reconnaître. Et c'est pourquoi nous en appelons au gouvernement du Rwanda de pouvoir aussi contribuer à la mise en place de produits, parce que ce que nous donnons, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc nous voudrions que le gouvernement puisse aussi intervenir dans ce sens-là. D'accord. Alors si nous nous projetons un peu, pour finir, essayons de nous projeter plutôt dans le futur, d'ici 2 à 3 ans, quel impact majeur espérez-vous voir sur le système de santé ici au Rwanda, notamment en ce qui concerne la gestion de l'hémophilie et le traitement de l'hémophilie, grâce à cet accord que vous préparez aujourd'hui avec le ministère de la Santé? Au regard de l'engagement du gouvernement et des avancées qui sont notées avec RFH et aussi de l'existence de programmes de développement qu'on a aussi aujourd'hui avec RFH, on pense que d'ici les prochaines années, avec aussi ce nouveau cadre, ce MOU, nous pensons qu'on va arriver à ce que plus de patients soient identifiés au Rwanda. Et ces patients auront accès au traitement et auront la capacité aujourd'hui de pouvoir avoir une meilleure vie et une meilleure qualité de vie. Donc.
Dr Niang, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps entre les différents travaux que vous avez à faire ici à Kigali et d'avoir amené un peu plus de lumière sur ce sujet et sur cette maladie, l'hémophilie, qui est encore un grand fardeau pour les familles dont les membres en souffrent et qui a encore besoin d'être pris en charge. Donc, je rappelle que vous êtes le gestionnaire régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Oui, merci. La grande édition continue sur la télévision rwandaise. Le ministère de l'Éducation affirme renforcer ses efforts pour enseigner aux élèves l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ainsi que les valeurs de droiture et de respect. L'objectif est de faire de l'école un espace non seulement d'apprentissage, mais aussi de formation d'individus responsables, exempts de toute idéologie génocidaire. Un reportage signé Jean-Benoît Michel et Ilakosé Pamela. Certains élèves du secondaire expliquent que l'étude approfondie de l'histoire du génocide, de sa préparation à son exécution, leur permet de mieux comprendre les périodes sombres traversées par leur pays et de se prémunir contre toute tentative de manipulation ou de falsification de ces faits. Lorsque nous étudions l'histoire, on nous explique qu'autrefois, on divisait les gens en demandant qui étaient les Tutsis et qui étaient les Hutus. Aujourd'hui, nos enseignants mettent l'accent sur l'unité et l'amour du pays. C'est cela qui peut nous aider à prévenir un nouveau génocide et à lutter contre son idéologie. Du côté des enseignants, ceux qui dispensent des cours de l'histoire reconnaissent qu'ils éprouvaient auparavant une certaine gêne à aborder le génocide contre les Tutsis. Cependant, grâce aux formations reçues, notamment à travers des programmes d'éducation civique, ils se sentent désormais plus à l'aise et confiants dans leur manière d'enseigner ce sujet sensible. Avant, il y avait des sujets que l'on abordait avec hésitation, notamment lorsqu'il s'agissait d'expliquer les divisions ethniques. On craignait de mal s'exprimer, d'en subir des conséquences. Aujourd'hui, nous pouvons les enseigner avec plus d'assurance. Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, souligne que son ministère s'engage pleinement dans la formation d'une jeunesse unie, dépourvue de toute forme de division et d'idéologie génocidaire. En tant que ministère de l'Éducation, nous avons la responsabilité de préserver la mémoire et de former une jeunesse sans idéologie génocidaire. Nous devons enseigner l'histoire telle qu'elle est et promouvoir les valeurs d'unité, de droiture et de respect afin que l'école devienne une source de formation de citoyens accomplis. Par ailleurs, le ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, MINUMRE, en collaboration avec le Rwanda Basic Education Board, REB, a organisé plusieurs sessions de formation destinées à renforcer les compétences des enseignants dans l'enseignement de l'histoire du Rwanda. En particulier, celle du génocide perpétré contre les Tutsis. Plus de 2400 enseignants ont déjà bénéficié de ces formations. L'Office rwandais de la gouvernance RGB et l'ambassade de France au Rwanda considèrent le rôle des journalistes comme essentiel à la construction des démocraties, notamment pour lutter contre les rumeurs et les discours de haine. Cette indication a été faite lors de l'ouverture d'une formation portant sur la lutte contre les discours de haine et la désinformation. Patrick Nilidandi pour plus de détails.
Cette formation comprend une première journée dédiée à la mise en perspective historique des mécanismes de la désinformation, de ses auteurs et de ses narratifs. Le cas du Rwanda sera notamment mis en avant en insistant sur les phénomènes croissants des discours de haine qui se multiplient dans la région des Grands Lacs. Le reste de la formation sera dédié à des exercices pratiques visant à débusquer les fausses informations, en initiant les journalistes à l'utilisation des outils tels que ChatGPT, Transfish d'OpenAI, Chatbot Claude et bien d'autres, ou encore le décodeur du journal Le Monde. Lors de l'ouverture de la formation de ces questions destinées aux journalistes et travaillant pour différents médias au Rwanda, l'ambassadrice de France au Rwanda, Aurélie Royen-Goudin, a souligné que le meilleur moyen de combattre les discours de haine est de dire la vérité, en particulier pour les journalistes, figure de confiance du public. La lutte contre la désinformation et contre les discours de haine qui sont pernicieux, qui fracturent les sociétés, pour nous c'est clairement une priorité dans notre politique dans le monde entier. Et ici évidemment au Rwanda ça prend une dimension particulièrement importante et urgente alors qu'on voit encore une idéologie mortifère qui existe encore. Donc on a voulu soutenir ce projet de formation avec Médias et Démocratie, avec l'organisation des journalistes francophones du Rwanda, pour se dire voilà, la meilleure façon de lutter, c'est une meilleure formation des journalistes pour une meilleure information du public. Et ce qui est important, c'est que les journalistes doivent être formés, par exemple, au fact-checking pour pouvoir débusquer et dénoncer les informations trompeuses. Ils doivent être aussi formés à tout ce qui est la vérification des sources pour pouvoir remonter et voir d'où vient une information malveillante et comment on peut essayer d'apporter un contre-discours, de lutter contre les attaques informationnelles. Donc tout ça, c'est des éléments techniques, ça s'apprend. Hein. Je pense que pour tous les journalistes, on ne le sait pas forcément par soi. Et vous parliez de responsabilité, je crois que vous avez absolument raison. Oui, la responsabilité de la presse est très grande dans une démocratie parce que le public vous fait confiance. Il sait que vous êtes des journalistes formés, professionnels, avec une éthique professionnelle et que l'information que vous donnent les médias est considérée comme fiable, digne de confiance par rapport à celle qui est sur les réseaux sociaux où n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Donc c'est là, et je pense, vraiment une vraie responsabilité de la profession de journaliste qui est lourde, c'est pas simple. Et c'est pour ça que tout ce qu'on peut faire pour aider les journalistes à faire face à cette responsabilité, nous essayons de le faire à la mesure de nos moyens. Effectivement, on a voulu aussi que cette dimension-là soit insérée dans le projet monté en partenariat. Ce n'est pas uniquement notre projet, c'est vraiment un partenariat. Parce qu'il nous semble que et le Rwanda et la France ont fait un choix de miser beaucoup sur l'intégration professionnelle des femmes dans tous les secteurs de la société. Et que l'égalité, c'est pas inné, ça se travaille, notamment dans la profession médiatique, dans la profession de journaliste, pour que les femmes puissent avoir accès à l'ensemble des professions des médias, aux responsabilités, et puis aussi à l'ensemble des sujets, que ce ne soit pas uniquement les questions féminines traitées par des femmes, si vous voyez comment. Donc ça nous paraît important, et puis aussi dans la progression de carrière des femmes. Je crois que la formation telle qu'elle a été conçue par Médias et Démocratie et l'OPFR aussi se concentre beaucoup sur la déconstruction des stéréotypes de genre, parce que là aussi c'est un sujet pour lequel les journalistes ont une grande responsabilité, parce que si on entretient des stéréotypes sur les genres, le public va les voir, être habitué, c'est ce qu'il va lire ou écouter quotidiennement. Donc c'était important pour nous d'avoir aussi cette dimension, parce qu'elle est importante aussi pour la cohésion d'une société. Et plus l'égalité homme-femme est grande et mieux la société se porte, à notre avis. Donc on était content de s'insérer dans cette priorité qui est également celle qui existe dans la stratégie Rwanda 2050 et dans la façon dont les médias rwandais veulent se développer. Le président directeur général adjoint de l'Office rwandais de la gouvernance, RGB, Dr Osengemukiza Félicien, a déclaré que la formation des journalistes contribue à leur professionnalisme et répond aux objectifs plus larges du pays qui visent à fournir aux citoyens les informations nécessaires et les connaissances.
La formation de ce genre, c'est une bonne opportunité pour nous journalistes rwandais de pouvoir améliorer leurs connaissances, leur expérience dans la profession du média. Parce que dans le temps, nous avons, comme dans tous les autres secteurs, le secteur des médias aussi a été frappé, a été victime des conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Pour dire que nous avons vraiment de bâtir un média professionnel basé sur le professionnalisme et aussi sur l'information fiable et fondée sur les réalités. La région où nous nous trouvons, c'est la sous-région où le Rwanda rencontre pas mal de médias de haine et puis des informations fondées sur la haine et la misinformation. Donc c'est au rôle de nos médias rwandais de pouvoir bâtir et construire un média qui est solide, réel et crédible, fondé sur la réalité. C'est pour ça que cette formation est très importante pour nos journalistes dans tous les domaines. Et j'insiste aussi sur la promotion des femmes et journalistes. Parce que pas seulement dans ce secteur de médias, les femmes ont été marginalisées dans plusieurs secteurs. Donc c'est le moment opportun de pouvoir promouvoir les journalistes féminins dans ce domaine pour pouvoir montrer leurs capacités et compétences dans le professionnalisme au même niveau que les garçons. Cette formation est organisée grâce à un partenariat entre MED, Médias et démocratie, l'OPFR, l'Organisation de la presse francophone au Rwanda, avec l'appui financier de l'ambassade de France. 15 journalistes issus des différents médias au Rwanda qui couvrent principalement des sujets en langue française suivent actuellement cette formation, la première phase, visant à renforcer leurs compétences en matière de lutte contre les discours de la haine et la désinformation. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.